Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est donc la dernière conférence. Je me présente rapidement quand même pour... Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il ne marche pas? Ah, voilà, d'accord. Donc, avec ce titre Géologie et architecture, je suis un petit peu décalé puisque je ne suis ni géologue ni architecte. J'ai enseigné pendant toute ma carrière comme professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et je fais de la géologie depuis un peu plus de 20 ans maintenant, en faisant partie de la commission géologique. Disons que je suis un amateur éclairé. Voilà. Alors, on va commencer par deux courtes définitions pour essayer de situer un peu le problème. Vous voyez, la géologie est une science, donc le principal objet est l'étude de la Terre, particulièrement la lithosphère, et ça se base sur l'observation pour établir des hypothèses permettant de reconstituer une histoire et des processus. Et l'architecture, pour les architectes, c'est un art de concevoir et de bâtir des espaces en respectant des règles et des concepts esthétiques, en appliquant des aspects sociaux et environnementaux. Vous voyez qu'a priori, les deux éléments sont, je dirais pas opposés, mais quand même assez différents, mais quand même très complémentaires. Alors, les deux photos que vous avez là, vous avez à gauche les orgues basaltiques de Chillac en Haute-Loire, en France donc, et à droite, c'est la cathédrale de Reykjavik. Pour situer tout de suite, il y aura beaucoup de diapos parce que illustrer de l'architecture, c'est montrer des images. Et le but de ma conférence, c'est d'être beaucoup moins scientifique que les précédentes conférences, mais au contraire, de vous raconter des histoires, de vous faire voyager et de vous évoquer des choses. Alors, dans les deux cas, ces disciplines s'applient sur des savoirs complémentaires. Côté géologie, minéralogie, paléontologie, sédimentologie, etc. Je vous passe le détail de toutes ces disciplines. Et du côté architecture, tous les éléments de type statique, mécanique, c'est-à-dire scientifique, puis le dessin qui est très important, urbanisme, histoire, géologie, etc. Voilà, sociologie, voilà tout ça. Et évidemment, toutes les deux doivent compter avec l'économie. Alors, on va procéder en 3 temps. Je vais commencer par vous parler d'architecture et risques géologiques, c'est-à-dire me référer un peu aux précédentes conférences. Puis ensuite, on passera à l'architecture et le comportement des matériaux de provenance minérale. Alors, on ne parlera évidemment pas du bois, etc. Et puis, on terminera par quelques matériaux courants et moins courants, toujours pareil dans le contexte géologique. On fera une petite pause après la première partie, déjà pour répondre éventuellement à des questions à la première partie, qui est celle que vous connaissez a priori le mieux quand même. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'un risque. Vous en avez déjà parlé avec les autres conférenciers, mais je préfère resituer les choses. C'est la conjugaison de deux facteurs, un aléa, c'est-à-dire un événement, un processus, et un enjeu qui est lié à la présence humaine. Vous voyez la petite photo de gauche. L'aléa, c'est la planche avec les pots de peinture. S'il n'y a personne dessous, il n'y a qu'un aléa, il n'y a pas de risque. Tant qu'il n'y a personne ni dessus ni dessous, le risque n'existe pas. Il y aura risque quand il y a enjeu, c'est-à-dire quand il y a présence humaine, voire on peut parler d'enjeu aussi pour des bâtiments. Destruction d'un bâtiment, c'est aussi un enjeu. Vous voyez le petit schéma d'en bas qui resitue la même chose dans le cadre, par exemple, de la conférence de Gilbert d'il y a une quinzaine de jours. Alors, la notion de risque naturel recouvre l'ensemble des menaces que certains aléas naturels font peser sur des populations, des ouvrages, des équipements. D'accord? Alors, ces aléas peuvent être plus ou moins rapides ou violents, et ils sont toujours susceptibles d'être dangereux sur le plan humain et environnemental. Les spécialistes de la question parlent souvent du terme de mitigation, qui relève, vous voyez dans mitigation, il y a mitigé, qui relève plus de l'atténuation des conséquences que de la résolution du problème. C'est-à-dire finalement trouver une espèce de cote mal taillée, vous en avez beaucoup parlé avec Gilbert, une espèce de cote mal taillée entre protéger comme il faut et puis tous les problèmes économiques, etc. qui vont avec. Alors, je voudrais faire deux remarques avant d'aller un peu plus loin. La première, c'est que la notion de risque naturel varie beaucoup en fonction des pays.
une comparaison de la notion de risque naturel en fonction des pays serait intéressante, mais il faut avoir cette remarque à l'esprit. C'est évident qu'en Europe occidentale, on n'a pas la même notion du risque naturel que dans des pays soumis à des cyclones, etc. etc. Et que, bien entendu, la deuxième remarque, c'est que cette conférence, si elle se situait dans un autre de ces pays, aurait un tout autre contenu. Voilà, par exemple, les principales causes retenues par l'ONU des catastrophes naturelles dans le monde. Vous voyez que la partie géophysique qu'on va essentiellement traiter aujourd'hui est très faible par rapport aux tempêtes, aux inondations ou aux sécheresses. Et on a recensé par l'ONU 62 millions de personnes affectées chaque année par les catastrophes naturelles. Et vous voyez que la partie géophysique est relativement faible. Alors, on va commencer donc maintenant plus sérieusement dans architecture et risques géologiques. Vous avez ici la carte des séismes et du volcanique. Vous avez vu ça avec Thierry Juteau. Je n'en parle pas beaucoup plus. On est sur les pourtours de grandes plaques, sauf pour ce qui est des points chauds qui se situent éventuellement à l'intérieur de ces plaques. Alors, quelques commentaires qui me paraissent intéressants par rapport à la suite. Voilà une éruption particulière. Je vais vous montrer 4 éruptions particulières. L'éruption du volcan Laki en 1783 en Islande. Alors, le volcan Laki est un volcan fissural, c'est-à-dire c'est un volcan qui ne se reproduira pas au même endroit. C'est une fissure qui s'ouvre à un endroit, il n'y a pas de raison que ça se trouve au même endroit par la suite. L'éruption de ce volcan Laki en 1783 a tué la moitié du cheptel islandais, moutons essentiellement, et le quart de la population. Donc, ce n'est pas rien. Et l'éruption de ce Laki a été citée par plusieurs auteurs comme étant l'une des causes, par la sœur bien entendu, de la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'après 1783, compte tenu du nombre de poussières et de gaz en suspension qu'il y avait dans l'atmosphère terrestre, les récoltes ont été catastrophiques pendant plusieurs années. Ce qui a amené évidemment la paysannerie française et l'ensemble du peuple français à être mécontents avoir une famille mécontent éventuellement de ses dirigeants. Autre éruption, l'éruption du Tambora en Indonésie en 1815. Bien plus importante que celle du Laki. Elle a envoyé des gaz et des poussières sur l'ensemble de la planète pendant plusieurs années. Ce qui fait que les ciels étaient magnifiques. Vous savez, les ciels sont très beaux quand ils sont chargés. Là, on a une peinture de Turner qui avait la chance, entre guillemets, d'avoir des ciels magnifiques liés à cette éruption. L'année 1816 a été réputée comme une année sans été en Europe de l'Ouest. Il a neigé à Londres en juillet. Et à Genève, plusieurs personnes s'étaient réunies pour passer des vacances. Marie Shelley, la future Marie Shelley, elle n'était pas encore mariée à Percy Shelley, son futur mari, William Polidori et Lord Byron. Et ils s'ennuyaient à Genève parce qu'il faisait très mauvais. Et ils se racontaient des histoires atroces pour se distraire. Et Byron a mis au défi chacun d'écrire une histoire avec un thème dramatique. Marie Shelley a écrit pendant cet été-là Frankenstein. William Polidori a écrit pendant cet été-là The Vampire, qui est la première histoire de vampire. Et Lord Byron a écrit son poème Darkness, qui est très connu des Anglais. Donc vous voyez que finalement, cet été cette année sans été a été prolifique pour certaines personnes. Éruption du Krakatoa en Indonésie en 1883. Éruption explosive, entendue avec un rapport de gendarmerie qui l'atteste à 3500 km. 3500 km. Enfin, et là, celui-ci, vous vous en souvenez sûrement, éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, qui n'était pas une éruption catastrophique, mais comme elle était sous glaciaire, elle a fait exploser des vapeurs d'eau qui ont donc disséminé tout un tas de poussière, là encore, dans l'atmosphère, avec le blocage des avions pendant un peu plus d'un mois. Vous voyez que ces éruptions peuvent parfois être très importantes. Ce n'est pas forcément les plus importantes qui sont les plus catastrophiques. Hein. N'oublions pas le Vésuve, la montagne Pelée, le Nevado del Ruiz, etc., etc. Donc la montagne Pelée, je viens d'en parler, hein, environ 30 000 victimes, 2 à 3 survivants avérés, dont un qui était en prison, qui a été protégé grâce à ça.
Mais parlons aussi d'autres volcans, entre autres un volcan français, le lac Pavin, qui est un mare, c'est-à-dire ce qui reste d'après une explosion phréatomagmatique, c'est-à-dire qu'on a eu une explosion et du coup ça a créé un cratère dans lequel un lac a pu s'installer, on est dans la chaîne des puits. C'est un volcan dont la dernière éruption date de 6000 ans. Et vous voyez qu'une étude de 2019 en Roumanie considère qu'un volcan qui n'a pas eu d'activité depuis 32 000 ans est potentiellement dangereux. La chaîne des puits est sous surveillance en France, justement parce qu'on a des volcans qui sont finalement pas si âgés que ça. Je ne sais pas si vous connaissez le plus grand volcan d'Europe. C'est celui-ci. C'est le volcan du Cantal, au point de vue superficie. 2800 km², toujours dans la chaîne des puits. On penserait plutôt à d'autres endroits. Et puis, n'oublions pas les éruptions sans danger, entre guillemets. L'éruption qui vient de se dérouler en mars 2021 en Islande, vous voyez que l'Islande est un peuple de gens qui ont l'habitude des éruptions, qui se déplacent. Là, il y a un site qui est ouvert, il y a des cars qui amènent les gens, c'est ouvert de telle heure à telle heure, il y a une fermeture à telle heure, et ensuite les gendarmes évacuent les gens pour pas qu'ils restent sur place pendant la nuit, parce qu'ils aimeraient bien rester encore. Alors, passons au séisme. Vous avez vu ça aussi avec Thierry Juteau, les ondes P, S et L, je n'insiste pas. Je vais plutôt vous montrer, vous remontrer le niveau des magnitudes. Je vous rappelle que l'échelle des magnitudes est une échelle ouverte. Là, je la situe de 4 à 8 seulement, mais la plus forte éruption se situe ici. Elle était de 9,5 ou 9,6, je ne sais plus, au Chili. C'est celle qui a été enregistrée la plus importante. Et rappelez-vous que donc, quand on passe d'un chiffre à l'autre, on multiplie par 30 l'énergie entre un chiffre et un autre. Donc, les sauts quantitatifs sont très importants, avec des longueurs de faille qui augmentent notablement, et puis des distances de coulissage qui sont aussi très importantes. Alors voilà l'architecture maintenant par rapport au séisme. On a en gros 3 techniques qui sont mises en œuvre, qui sont associées ou en complémentarité parfois. Un bâtiment, bien entendu, doit toujours résister à des efforts horizontaux, c'est son principe, et il n'est pas forcément prévu verticaux, excusez-moi, il n'est pas forcément prévu pour résister à des efforts horizontaux, et c'est ça qu'on demande pour des bâtiments qui doivent résister à des séismes. Alors, 3 techniques en général, soit un renfort de la structure, pour résister là. Donc, c'est des systèmes qui sont tout à fait connus. Soit on situe le bâtiment avec des amortisseurs qui permettent de reprendre ces efforts, soit on situe le bâtiment sur suspension. Et vous voyez ici la carte des séismes de magnitude supérieure à 5 depuis 1900. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même 2 qui viennent de se produire très récemment. Un à Jonzac, alors il n'est pas au-dessus de 5, mais il est quand même à 4,9, c'était il y a 2 ans. Et puis, celui du Teil, également en 2019, à 5,1. Donc, vous voyez qu'il vient d'y avoir, il n'y a pas très longtemps, deux tremblements de terre français, France métropolitaine, quasiment aux alentours de 5. Donc, toutes les régions qui sont évidemment ici en rouge-orange sont des régions où la demande de construction parasismique avec différents niveaux est obligatoire. Voilà, par exemple, une carte que vous pouvez trouver sur le site que je vous ai cité, que je vous ai mis dessous, les événements sismiques des 15 derniers jours en France. Beaucoup de ces événements sismiques sont en fait des explosions liées à des carrières ou autres. Les plus importantes sont évidemment des séismes, mais sinon, beaucoup des petits sont autre chose que des séismes. Voilà la carte des séismes locaux depuis 2012. Vous voyez que la France n'est pas très exposée au séisme par rapport à des zones ici qui sont bien plus exposées, et en particulier l'une des régions les plus exposées où on a où les géologues ont beaucoup de craintes pour les années à venir, c'est la région d'Istanbul. Alors, quelques exemples architecturaux. Maintenant, la tour Taipei 101 à Taïwan. Vous voyez que c'est une tour qui fait 510 mètres de haut,
et elle a un énorme balancier ici, qui est situé entre le 87e et le 82e étage. Hein, on a une boule monumentale qui est suspendue et qui va compenser, contrebalancer les mouvements éventuels du bâtiment par son inertie. Et donc, éviter un trop grand balancement du bâtiment. On est là dans quelque chose d'un peu gigantesque par rapport à des techniques plus basiques comme celle-là. Voilà un pied de bâtiment posé sur un plot souple qui va permettre une suspension du bâtiment éventuellement au moment d'un tremblement de terre. Et enfin, voilà une solution bien plus basique par rapport au risque. En Amérique du Sud, il est très classique dans les restaurants, les lieux recevant du public, d'avoir un portique surrenforcé avec un petit panneau vous disant « zone sous laquelle vous situez en cas de tremblement de terre ». C'est-à-dire que vous aurez, a priori, le bâtiment qui vous tombera devant, derrière, mais qui ne tombera pas, le portique, lui, devrait rester stable. Donc, vous voyez, des techniques très différentes. Hein. Je suis passé du balancier là, de la tour Taipei à un portique renforcé avec des solutions finalement soit hyper sophistiquées, soit très basiques. Les exemples de destruction sont malheureusement nombreux, hein, je ne vais pas en montrer trop, c'est juste histoire d'illustrer le propos. Et puis surtout, montrer que même des bâtiments parasismiques ont des dommages. On est ici à un séisme au Japon, et le sol est engorgé d'eau au moment du mouvement. Si vous avez une casserole dans laquelle vous mettez un peu de sable et un peu d'eau, vous voyez bien que si vous agitez cette casserole ou cette bassine, un objet qui serait posé dessus va s'enfoncer, va basculer et s'enfoncer. C'est exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que les séismes font que ce bâtiment a basculé, celui-ci aussi, a basculé sur le socle qui n'était plus stable. La fondation, finalement, ne reposait que sur quelque chose qui se mettait à être souple et à bouger. Regardez la photo suivante qui est encore plus caractéristique. En Turquie, regardez ce bâtiment qui a basculé intégralement suite au séisme. Je vous signale que la porte, elle est là. Hein. Donc la bascule s'est faite de cette verticale à cette position-là. Et les vitrages ne sont même pas cassés. C'est-à-dire que le bâtiment a parfaitement tenu. Alors, contexte local maintenant. Eh ben, dans le contexte local, évidemment, on a la poussée pyrénéenne qui existe toujours, qui continue son travail. Le petit tremblement de terre, petit, avec une magnitude de 5,5, arrête en 1967 a causé quelques dégâts, sans mort d'homme. On a dans la région ce qui s'appelle la faille de Pampelune, dont la situation est plus ou moins claire, qui résulte de la chaîne hercynienne, c'est-à-dire d'une chaîne très ancienne qui peut toujours rejouer. Ce n'est pas une seule faille, c'est un système de failles. Et puis, le dernier tremblement de terre mortel en France métropolitaine, c'est celui de Lambesc en Provence, 6,2. Vous voyez qu'on a une augmentation importante là entre les deux séismes. Et là, il y avait eu 46 morts pour des constructions qui sont à peu près identiques. Entre cette époque-là et celle-ci, les constructions n'avaient pas changé, n'étaient pas antisismiques dans un cas comme dans l'autre. Par contre, les anciens, on est ici dans la forteresse de Saskatchewan au Pérou, construisaient parasismiques. Vous voyez que dans cette forteresse, les pierres sont taillées de telle façon qu'un mouvement horizontal va être contrebalancé par les différents joints qui ne sont pas réguliers, comme c'est le cas, par exemple, avec des agglos qui sont posés, ou même des moellons qui sont posés les uns sur les autres. De la même façon ici, ce qui est photographié par tous les touristes locaux, la fameuse pierre aux 12 angles dans les rues de Cusco, on est également dans un bâtiment qui a une conception parasismique. Dans des bâtiments un peu plus récents péruviens, mais regardez la dimension de la pierre. Là encore, c'est l'inertie de la pierre qui va éviter éventuellement le mouvement horizontal. Et puis, un bâtiment récent à Tarnos, vous voyez qu'il y a des poteaux qui sont inclinés. J'ai pris contact avec l'architecte pour vérifier, qui m'a dit que, évidemment, ce bâtiment était conçu
à la fois, alors les bâtiments, les poteaux inclinés sont prévus un peu pour de l'esthétique, mais ils sont dans un but parasismique de la même façon. Passons au tsunami. Après, alors, puisque quand on parle de séisme, on peut parler de tsunami. L'un des derniers connus dans la région, c'est le tsunami de Nice en 1979, où on a eu un glissement de terrain lié à la surcharge de l'aéroport, mais pas uniquement. Il y a eu un petit mouvement venant du cours d'eau qui est derrière, là. À l'époque, il y avait eu 7 morts, 3 disparus. Fouillage d'une couche d'argile, donc sous la charge de l'aéroport, et lié également au cours d'eau qui était derrière. Donc un glissement de terrain important, hein, un glissement de terrain important, puisque on est typiquement dans les turbidites dont vous avez parlé, puisque 3h45 et 8h plus tard, 2 câbles téléphoniques sous-marins ont été sectionnés à 80 et 110 km de distance de Nice. Donc on a quand même un tsunami qui n'était pas négligeable. Un autre tsunami plus ancien et de nature tectonique cette fois-ci avait eu lieu en 1887 sur la Riviera. Il avait causé 600 morts. Alors, les 600 morts ne sont pas tous causés par le tsunami. Attention, hein, les 600 morts ont été causés pour beaucoup par le séisme lui-même et l'effondrement des bâtiments. Il y a eu quelques dizaines de personnes qui ont été touchées directement par le tsunami. Et vous voyez qu'on a ici, donc, lié à une faille ligure, toujours active, hein, qui se situe ici, en face de la côte d'Azur. Et le foyer de l'époque était situé à environ 15 km de profondeur. Et vous voyez une magnitude de 6,8. Donc, on est encore au-dessus des magnitudes de tout à l'heure, Lambesque, etc. Le séisme de Lisbonne, en 1755, 60 000 victimes, magnitude estimée. Alors là, évidemment, on ne peut qu'estimer la magnitude, parce qu'à l'époque, elle n'était pas mesurée, entre 8,5 et 9. Il y a encore plusieurs hypothèses en concurrence pour les raisons de ce tremblement de terre qui a causé, vous le voyez ici, la vague de tsunami qui est arrivée jusqu'en Jamaïque. Elle est arrivée en Jamaïque avec un retard de 7 heures. Il y a eu une vague d'environ, vous voyez ici, 3 mètres de hauteur en Martinique. Mais les tsunamis n'existent pas que dans les océans. Voilà, vous reconnaissez ici le lac Léman, le fameux jet d'eau de Genève. L'évêque du coin, une montagne ici qui s'est effondrée, qui a glissé, donc tout un pan a glissé dans le lac. Et vous voyez ici les minutes de la vague, une vague de 13 mètres ici à Lausanne, une vague de 4 mètres ici à Nyon, et une vague de 8 mètres ici à Genève. 8 mètres, pourquoi? Parce que ça se rétrécit. Et à partir du moment où ça se rétrécit, la vague augmente en hauteur, bien entendu. Donc là encore, hein, des problèmes locaux. Ce n'est pas le seul tsunami connu dans le lac Léman. Hein, il y en a eu plusieurs de répertoriés, dont le dernier date en 1564. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des tsunamis dans différents endroits. Et alors, pour le dernier, pour évoquer des risques beaucoup plus importants qui pourraient exister maintenant, c'est la série de tsunamis qu'il y a eu, le tsunami de Storegga en face de Genève. Il y en a eu plusieurs entre moins 1850 et moins 1610, avant Jésus-Christ. Donc, ce sont les plus connus en Europe. Cette zone reste toujours active. Vous voyez la hauteur des vagues qu'on peut répertorier sur les littoraux actuels. Attention, à l'époque, les terres émergées étaient très différentes des terres émergées actuelles. Donc, on ne peut pas faire de transposition facile de l'importance du tsunami de l'époque, mais ça a été très important. Et c'est d'ailleurs bien connu, et avec un risque très sérieux, évidemment, sur les éventuelles plateformes offshore, si jamais ça se produisait encore. Continuons donc, passons à un autre sujet, les ruines de barrages. Alors, ruines de barrages, vous avez, pour certains d'entre vous, sûrement en tête
Et en mémoire, la rupture du barrage de Malpasset en décembre 1959, ça s'est produit au cours de sa mise en eau. C'était sa première mise en eau. Les raisons sont connues, mauvaise implantation. C'était le barrage le plus fin de l'époque. Donc, il y a eu quelques petits problèmes dans sa conception et sa position. Et puis surtout, au moment de la mise en eau, les ouvertures de vannes n'ont pas été assez rapides pour éviter la rupture. Mais il y a d'autres barrages qui peuvent se rompre. Entre autres, dans les Alpes, c'est relativement connu, les barrages liés au recul des glaciers. Quand vous avez un glacier qui vient jusqu'ici, il y a sa moraine frontale, là, et quand le glacier recule, la moraine frontale existe toujours. La moraine frontale, c'est l'ensemble des cailloux qui ont été poussés par le glacier lors de sa progression. Et quand le glacier se retrouve ici en arrière, toutes les eaux de fonte viennent remplir le creux qui s'est fait derrière la moraine frontale. Et si cette moraine frontale est parfaitement étanche, elle est étanchéifiée par ce qu'on appelle les farines glaciaires qui viennent créer une étanchéité sur la moraine. Et il peut arriver que le niveau du lac montant, la moraine frontale ne résiste pas à la poussée hydrostatique. Et que tout d'un coup se crée ici, en dessous, une vidange importante qui vient inonder la vallée dessous. Et donc, avec des dégâts qui ont une fois été très importantes, ce qui fait que maintenant, il y a deux solutions. Soit on crée ici une vidange naturelle qui évite que le lac ne monte trop en hauteur, ou bien on rabote la moraine de façon à ce qu'il y ait un débordement par-dessus pour éviter les problèmes. Vous voyez que je vous cite ici deux sécurisations qui ont été faites relativement récemment sur des reculs glaciaires, mais les reculs glaciaires sont pris en charge et sont relativement surveillés par rapport à leur moraine. Passons aux mouvements de terrain. Alors, les mouvements de terrain lents, on en a plusieurs types, tassement, glissement, retrait, et puis particulièrement ce qu'on appelle les retraits et gonflements d'argile, qui sont bien connus dans la région, et en particulier dans les Landes, mais également dans la région Pyrénées-Atlantique. Vous voyez que par rapport à une construction, à partir du moment où il y a un dessèchement, il va y avoir retrait et donc éventuellement fissuration parce que le sol se tasse, ou l'inverse, si on a des argiles gonflantes en cas de pluie importante, on va de la même façon avoir des fissures que vous retrouvez ici sur un bâtiment. Alors, vous avez des cartes liées au risque, à chaque fois, vous pourrez retrouver tout ça, toutes ces cartes liées au risque sur le site georisque.gouv.fr, aussi bien pour les argiles que pour les cavités qu'on va évoquer par la suite, etc. Alors, un exemple célèbre, bien entendu, de ces tassements différentiels, disons, c'est la tour de Pise. Dès le début de sa construction, en 1973, les constructeurs s'aperçoivent qu'elle penche. Et au fur et à mesure de la construction, ils vont corriger cette tour. Regardez la droite qui va se matérialiser là. Vous voyez qu'en bas, les premiers étages, la droite suit bien les étages, puis petit à petit, ça s'écarte. Vous voyez qu'il y a un écart ici, en hauteur, entre la droite et les bâtiments. Au fur et à mesure de la montée, ils ont rectifié en tirant le bâtiment par là. Ça n'a pas suffi. Maintenant, la tour est largement lestée ici, dans sa partie basse, de façon à éviter, à contrebalancer cette tendance à sa rotation. Et c'est un système qui est très, très connu aussi et très, très dangereux pour les silos, qui sont des structures excessivement lourdes une fois qu'elles sont chargées. Et au moment de leur chargement, il arrive parfois que la fondation ne tienne pas et qu'il bascule. Les mouvements de terrain rapides. Vous avez ici le mont Granier, qui est en Chartreuse, près de Grenoble. Là, on a une avalanche rocheuse, alors qui peut être associée ou non à une crue torrentielle. Mais là, en l'occurrence, c'était une pluie tout à fait basique. On est en mai 2016. Vous voyez que cette avalanche a pu être filmée. Je vous rappelle ce que vous disait Gilbert, que là, on est sur une paroi rocheuse. Cette paroi rocheuse s'effondre, il n'y a pas de mer. Et la mer, si elle était en bas, ne ferait qu'évacuer ce qui est tombé. Le mont Granier est parfaitement connu pour être dangereux dans cette zone-là, puisque en 1248 a été répertorié le plus grand éboulement connu dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu 1000 à 2000 morts, 500 millions de mètres cubes.
se sont éboulés. Alors, ces 500 millions de mètres cubes ont créé le grand champ d'épandage qui est ici, là, le grand champ de roches qui s'est évidemment colmaté, qui a été boisé, et qui est maintenant un élément très riche dans la région, puisque c'est là que se cultive une grande partie des vins de Savoie, abîmes, etc. Le mouvement de terrain de 2016 n'a fait que 100 000 mètres cubes. Alors, on est ici sur des terrains calcaires. Donc, évidemment, des terrains calcaires, vous savez que dans les terrains calcaires, on a un karst, c'est-à-dire une dissolution des roches. Et on pourrait penser que ça facilite les effondrements. Ça n'est pas réservé qu'aux terrains calcaires. Vous avez ici l'écroulement du pilier Bonatti-Audru en 2005. On est dans du granit. Et là, on a 290 000 mètres cubes qui tombent, permettant aux alpinistes de retrouver une nouvelle paroi. Et bien entendu, là, on est dans une situation granitique où l'eau s'infiltre dans les petites diaclases avec les systèmes de gel-dégel qui font qu'on finit par avoir des effondrements de la même façon. Mouvement de terrain rapide toujours. Vous voyez ici une avalanche rocheuse associée à une crue torrentielle. Hein, vous voyez à Taïwan en 2009, la photo avant, la photo après du glissement de terrain déclenché par un typhon. Je vous invite à aller voir cette vidéo par la suite. En 2020, en juin 2020 en Norvège, on voit les bâtiments qui étaient ici glisser petit à petit, partir dans l'eau avec ce glissement de terrain rapide, effectivement. La rapidité n'est pas aussi importante que celle de granit de tout à l'heure, mais enfin quand même, les gens ont juste eu le temps d'évacuer leur maison. Et puis, un mouvement de terrain proche de chez nous, hein, à Gassos, en février 2015. Vous voyez, la route est là et elle se retrouve ici. Là, il y a eu des dégâts matériels, mais sans plus. Enfin, sans plus. C'est toujours important d'avoir des dégâts matériels. Les effondrements. Les effondrements, en général par dissolution du gypse ou d'autres roches très, très solubles, ou par existence d'une cavité souterraine qui finalement finit par effondrer son plafond. Vous voyez ici au Guatemala en 2010, l'échelle, c'est un trou de 30 mètres de diamètre sur 60 mètres de profondeur. Un bâtiment de 3 étages a disparu intégralement. Paris est connu pour son gruyère souterrain. Il y a très régulièrement des trous qui se forment dans Paris. Alors, le gruyère souterrain, c'est bien entendu le métro, les égouts, les catacombes, mais toutes les carrières qui ont été faites sous Paris. On y reviendra tout à l'heure en fin de conférence avec la construction, en particulier, de Notre-Dame. Mais pas uniquement. Hein. Voilà un effondrement par cavité souterraine dans le Loiret en 2010. Un effondrement au Havre en 2018. Vous voyez que c'est classique, hein, c'est pas des choses qui sont exceptionnelles. Un effondrement à Amiens en 2019. Alors, on a conjugaison très souvent en ville hein, de cavités faites par l'homme et de cavités naturelles. Et voilà la carte de l'aléa lié aux cavités souterraines en France. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup les zones calcaires, crayeuses, qui sont des zones où la dissolution peut se faire relativement facilement. Voilà la carte des cavités répertoriées dans notre région. Cavités répertoriées, hein, c'est-à-dire en bleu, celles qui sont tout à fait connues et dangereuses éventuellement, et les autres à côté, là, en triangle jaune. Mais elles sont répertoriées et surveillées. Je vais passer très rapidement sur le recul du trait de côte, c'est juste pour l'évoquer. Vous avez vu ça avec Gilbert. Je n'épilogue pas plus que ça, sauf sur la diapo suivante, peut-être plutôt. Je passe assez vite puisque ça, vous l'avez vu. Sur les aléas du mouvement de terrain repérés par le BRGM, hein, vous voyez que le niveau d'aléa fort dans la région, sur la côte, il y en a quand même pas mal. Hein. Et puis, vous avez parlé beaucoup de l'immeuble, le Signal à Soulac avec Gilbert. Cet immeuble donc, a été mis en péril et évacué en 2014. Vous voyez, quand il a été construit en 1968, où il se trouvait par rapport à l'océan.
et là où il se trouve actuellement avec l'effondrement qui vient jusqu'au bord du bâtiment. Alors, sur les plages sableuses, est-ce qu'il existe des solutions douces? Ben, je vous en ai mis quelques-unes, mais vous voyez bien que dès qu'il y a une solution dite douce, elle déplace le problème ailleurs. On perd du sable, là, on perd la plage. Ou bien si on met des épis, compte tenu du sens de déplacement des sédiments, on a accumulation de sédiments d'un côté et creusement de l'autre. Si on met des brise-lames de la même façon, on a accumulation derrière le brise-lame, creusement de l'autre. Donc on ne fait que déplacer le problème. Je parlais de mitigation tout à l'heure. Mitigation tout à l'heure, on est bien dans un système où on essaye de faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas forcément toujours tout contrer. Et le dernier exemple, les deux derniers exemples, surtout le dernier va être très, très net. Ici, montrer la plage de Contis dans les Landes, où vous voyez le blocos ici en 1970. Vous le retrouvez là en 1985. Vous voyez l'extension des constructions et l'océan qui se rapproche notablement. Actuellement, il est encore plus près. Et surtout, l'un des villages, ou une des villes, je ne sais pas comment il faut dire, les plus connus sur la plage landaise, c'est Lacanau. Lacanau est le rivage de c'est fortement rapproché des constructions, et les deux scénarios envisagés, ce schéma-là vient de la commune de Lacanau, les deux scénarios extrêmes envisagés pour protéger Lacanau, c'est un système de polder à la hollandaise, c'est-à-dire venir complètement renforcer tout ça par une digue par devant pour éviter que la mer arrive, ou au contraire, l'inverse, laisser la mer gagner et déplacer 1400 appartements et commerces. Alors, je ne sais pas quelle sera la solution qui sera envisagée, puisqu'on est là à l'horizon 2050, mais vous voyez que les deux scénarios extrêmes sont importants. Et pourquoi pas, là, voilà, c'était au Québec, déplacer carrément une maison. Alors, on est dans une maison en bois, on l'a amenée à l'intérieur pour éviter qu'elle soit embarquée par l'érosion côtière. Alors, je vais terminer cette partie en posant une question importante. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vu une émission qui est passée sur Arte au moins 2 fois, qui parle d'une pénurie de sable, qui est bien connue maintenant des gens qui travaillent sur le sujet. On est vraiment actuellement en pleine pénurie de sable. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, mais attendez, il y a le Sahara, il y a tous les pays arabes là, qui ont du sable à ne pas savoir qu'en faire. Ben non, ils n'ont pas du sable à ne pas savoir qu'en faire. Parce que regardez, un grain de sable de rivière ou de plage à basse énergie, il est anguleux. Et un grain de sable éolien, comme les sables des déserts, est tout rond. Et à partir du moment où il est tout rond, on ne peut pas en faire du béton avec. Il ne tiendra pas dans le béton. Le béton ne tiendra pas. Il faut qu'il soit anguleux pour que le béton tienne. Donc, on a une pénurie de sable simplement liée au fait que le sable granuleux commence nettement à manquer. On voit par exemple beaucoup de plages marocaines qui étaient des plages sableuses, où les Marocains qui crèvent la faim vont chercher le sable sur les plages. Les plages commencent à devenir rocheuses, il n'y a plus de sable. Et le pire, c'est que ce sable est vendu aux constructeurs et que les constructeurs ne le lavent pas, c'est-à-dire qu'il reste salé. Et un sable salé utilisé pour faire du béton, c'est du béton qui ne tiendra pas dans le temps. Donc, en plus, on a un problème de construction lié à ces difficultés. Voilà 2 exemples particuliers. À Dubaï, 150 millions de tonnes de sable ont été utilisées pour construire ça, et le sable venait d'Australie. À Singapour, 1/5 de la cité est artificielle, et les sables venaient du Vietnam, du Cambodge et de la Malaisie. Essayez donc de faire ça avec du sable du désert. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les sables de plage landaises ne peuvent pas être utilisés, puisque les sables landais sont éoliens. On fait, si vous voulez, une toute petite pause pour répondre éventuellement à des questions, si vous en avez déjà, avant de passer aux deux points suivants.
Pas de, pas de réaction, c'est clair? Une question, est-ce qu'il y a un organisme au niveau mondial qui régule ou qui pourrait réguler un peu ces achats de sable granuleux? Non, malheureusement, non. J'ai un chiffre là, je vais le ressortir. En 3 ans, la Chine a utilisé plus de sable que l'ensemble des États-Unis en un siècle. Ouais. Donc, on voit aussi où le sable s'utilise le plus maintenant. C'est évidemment dans les pays dits émergents. Vous avez vu Dubaï, vous avez vu Singapour, je parle de la Chine. C'est évidemment les pays qui sont les pays qui construisent. Il y a une vingtaine d'années, Shanghai, il se construisait une tour par jour. D'accord? Donc, on voit bien les quantités de sable qui passent. Et attention, hein, je reviens un tout petit peu en arrière si nécessaire. Ce n'est pas le bâtiment, contrairement à ce qu'on croit, qui utilise le plus de sable, hein, c'est les infrastructures routières. Là, vous voyez la différence. Hein, 200 tonnes de sable pour construire une maison, 3000 tonnes pour construire un hôpital, mais 30 000 tonnes pour construire 1 kilomètre d'autoroute. D'autres questions ou remarques? Moi, j'ai une petite question. Y a-t-il des gens qui se sont penchés sur le problème de rendre des grains arrondis, anguleux par Alors oui, concassage? ça, par contre, oui, ça, c'est une question intéressante. C'est l'inverse. Il y a beaucoup d'équipes qui se penchent sur le problème d'agglomérer ensemble des sables ronds, des grains ronds. Si on agglomère ensemble 4 ou 5 grains ronds, on finit par obtenir un grain qui est anguleux. D'accord? Vous imaginez, vous mettez 4-5 sphères ensemble, ça devient anguleux. Donc, le problème, l'une des techniques actuelles s'appelle la finite. Elle est développée par un laboratoire anglais. Le problème, c'est de savoir comment l'agglomérat qui va mettre ensemble les 4 à 5 grains va tenir dans le temps. Parce que si cet agglomérat ne tient pas dans le temps, on va se retrouver avec le même problème. Donc, on arrivera très certainement, dans un temps relativement proche, à agglomérer des grains ronds ensemble, et à partir de là, on pourra réutiliser tous les sables éoliens qui, eux, sont nombreux sur la Terre. Ce n'est pas le cas pour l'instant encore. Et le fait que ça n'est pas le cas, j'insiste, c'est un vrai problème, parce que l'exemple que je citais au Maroc, avec les plages qui ne sont plus des plages, qui sont devenues rocheuses, et les sables qui ne sont pas lavés et qui servent à des constructions, ça existe partout dans le monde. Hein. J'ai vu un reportage sur le Maroc, c'est effarant, parce qu'ensuite, il y a des pans de maisons, de bâtiments qui s'effondrent du fait de le sel. Voilà. Oui, puisque les gens. Alors, on peut très bien construire avec du sable marin. Du tout, c'est de le laver. Ben, c'est ça. Pour enlever le sel. D'accord. Et alors, l'une des autres raisons, hein, parce que quand même, l'une des autres raisons qui fait qu'il y a une pénurie de sable, c'est aussi que les humains ont canalisé les rivières, ont créé des barrages, etc., etc., ce qui fait que le sable n'arrive non plus à la mer. Hein, et donc, les rivières érodent moins leurs berges, etc. Ce qui fait qu'on a aussi une pénurie liée à ça. Et ce qui fait aussi que ça crée les problèmes littoraux. Je veux dire, on est dans une boule de neige, quoi, si vous voulez. Hein. Puisqu'on n'a plus de sable qui arrive sur les littoraux, donc du coup, les littoraux s'érodent, etc. On continue? Sauf si vous avez encore une question ou remarque. Alors, deuxième partie, donc, architecture et comportement des matériaux de provenance minérale. Alors, d'abord, deux termes qui sont quelquefois un peu mélangés. Hein. Le terme mine et carrière. On parle de mine quand on y extrait des éléments qui contiennent des combustibles, des sels, des métaux, etc., etc., etc. Et on parle de carrière quand on extrait des ocres, des sables, des argiles, des pierres, des ardoises, des calcaires, des gypses, etc. Ce qui veut dire que, pour simplifier, parce que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais pour nous, restons simples. Pour simplifier, si on extrait des matériaux de construction, il s'agit d'une carrière. Si on extrait des matériaux pour l'industrie, il s'agit d'une mine, que l'on soit à l'air libre ou en creusement. D'accord? Une mine peut être à l'air libre, une carrière peut être en creusement.
parce que généralement, les termes sont plutôt un peu mélangés de ce côté-là. Voilà, donc ça permet de clarifier les choses déjà sur les terminologies. Je n'entends plus rien. Avec ça, de provenance minérale. Par exemple, les plastiques sont évidemment de provenance minérale, puisque le pétrole vient de provenance minérale. Alors, regardons d'abord, justement, pour les évacuer, les constructions en paille qui existent toujours. Hein, voilà une maison en paille, là, qui est tout à fait actuelle. Les maisons en bois, qui, évidemment, existent toujours aussi. Et passons maintenant aux matériaux durs. Alors, le schéma qui est là va essayer de sortir quelques critères de ces matériaux liés à la géologie. J'ai sélectionné quelques-uns de ces critères. On pourrait les multiplier. J'ai pris deux critères principaux, les conditions d'utilisation et les caractéristiques et propriétés mécaniques et physiques. J'avance tout de suite. On va revoir d'abord cette partie-là, ensuite la partie de dessous. Donc, d'abord, la partie du haut, les conditions d'utilisation. Il est évident qu'en fonction de l'environnement et du site de construction, la pente, les engins de levage, les camions, la nappe phréatique, etc., le type de construction va être influencé par cet environnement et ce site de construction. Le petit schéma qui est là, typique d'une construction en pente, vous montre bien que les problèmes d'engins de levage, de camions, etc., ne se posent pas de la même façon que si on construit en plaine. Le climat local, de la même façon, selon qu'on va être au pôle, à l'équateur, en France métropolitaine, au Pays Basque, etc., on aura des contraintes qui vont être parfaitement différentes. Et enfin, dans les trois critères que j'ai retenus, mais je vous dis bien, on pourrait en prendre d'autres, hein, la durée de vie souhaitée. Est-ce qu'il s'agit d'un habitat temporaire, d'un habitat saisonnier, d'un bureau, d'une salle de prestige, etc., etc. Ici, vous avez une hutte temporaire qui a été construite. Voilà. Donc, je n'insiste pas plus sur ces critères-là, mais il faut les avoir en arrière-plan pour se dire, attention, quand il y a des constructions, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les critères qui avaient été basés au départ. Passons maintenant aux caractéristiques et propriétés physiques et mécaniques. J'ai pris 5 critères, mais là encore, je dis bien, on pourrait étendre. Leur mise en forme, leurs propriétés mécaniques, la résistance aux intempéries, leurs propriétés physiques, la disponibilité et leur coût, etc., etc. J'en retiens 2 principalement, les propriétés mécaniques et les propriétés physiques que je vous montre dans le tableau qui est dessous là. Alors, 4 roches répertoriées, les calcaires, les granites, les grès, les marbres. Je dis bien les calcaires, les granites, les grès et les marbres, hein, parce qu'il y a autant de différences entre un granit et un autre granit. Hein. Avec des masses volumiques, vous voyez, qui peuvent être du simple au double quasiment pour les calcaires, mais qui pour les granites ou les marbres sont à peu près stables. Des porosités, vous voyez que les roches poreuses, ben, vous les connaissez, hein, les calcaires qui peuvent être relativement poreuses, les grès qui peuvent être relativement poreux, pour les autres non. Passons à la résistance à compression d'abord. La résistance à la compression, certains calcaires sont friables, mais évidemment, ils ne sont pas utilisés en construction. Sinon, vous voyez qu'on est dans des zones qui sont à peu près constantes. Et puis, pour la flexion, par contre, on est bien en dessous. Bien en dessous. La flexion va mettre en jeu et va faire subir les matériaux venant de la géologie à des contraintes pour lesquelles ils ne sont pas adaptés. Regardons comment fonctionne un matériau en compression. J'ai ici un matériau, je le comprime, il va se réduire en taille et gonfler sur les côtés. Bien entendu, son volume reste constant. Hein. Si je soumets un matériau à la traction, ça va être l'inverse. Il va augmenter en taille et s'étirer sur les côtés. Or, quand je soumets un matériau à la flexion, prenez une gomme, vous la soumettez à la flexion, vous allez ici lui donner des contraintes de traction et ici des contraintes de compression. Et si votre gomme, vous la soumettez à des contraintes trop importantes, elle va se fendre ici, elle va s'ouvrir là. Elle n'aura pas résisté aux contraintes de traction. Eh bien, les matériaux de géologie ne résistent pas bien aux contraintes de traction. Hein, ils sont soumis à des forces verticales, ils sont comprimés à tous les endroits où ils sont situés. Les forces de traction, ils ont du mal à résister.
Donc, il va falloir, quand on construit, trouver des astuces pour que les matériaux résistent à la flexion. À la traction, il n'y en a pas tant que ça, mais de la flexion, il y en a beaucoup. Alors, il n'est pas toujours possible de travailler comme ça. Voilà, là, vous avez, il y a une série d'églises, là, c'est celle de Saint-Georges à la Libella en Éthiopie. On est dans du grès, les constructeurs ont carrément excavé la roche et excavé autour du bâtiment et construit le bâtiment à l'intérieur de la zone qui était excavée. Donc là, la roche tient toute seule parce qu'ils ont fait des ouvertures relativement petites. Ni comme ça. Le Rasné en Jordanie à Petra, pareil, la roche a été excavée, on laisse suffisamment de roche pour que ça tienne. Ou ici, alors celle-là, vous la connaissez peut-être, celle-là. C'est l'église monolithique de Saint-Émilion. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la voir. C'est la plus vaste église monolithique d'Europe, 15 000 m3 enlevés. Et là encore, vous voyez la taille des poteaux, on laisse suffisamment de roche pour que ça tienne. Elle est d'ailleurs en réfection et en restabilisation depuis pas mal d'années. Alors, quand on ne peut pas faire ça, comment construire? Eh bien, quand on veut franchir un espace réduit, la première solution, on va travailler sur la forme, c'est-à-dire le matériau résiste seul. Quand on veut franchir un espace réduit, on met un linteau. Vous avez ici un linteau basque, là, et il est droit. Il est tout à fait basique, il est décoré, mais il est tout à fait basique, il est épais, de telle façon que la partie qui travaille en compression en bas soit suffisamment importante pour empêcher la partie en traction de se fendre. De même ici, un linteau cintré, là aussi suffisamment épais pour résister, mais vous voyez, on a rajouté au-dessus ce qu'on appelle un arc de décharge en bois et en pierre déjà un peu cintré. Donc, on a réparti la charge de telle façon qu'elle s'évacue partiellement sur les côtés. Donc, en fait, avec ces systèmes-là, grâce à l'épaisseur, on évite la rupture. Je vous en montre un dernier. Regardez ce linteau naturel dans le massif de Chartreuse, près de Grenoble. C'est le mont Granier qu'on a vu tout à l'heure qui s'est effondré, n'est pas très loin. Vous voyez l'épaisseur du linteau ici, naturel, qui tient le coup. Par rapport à la taille du personnage, on a 2 mètres d'épaisseur là. Autre solution, travailler sur la forme pour que le matériau résiste seul, toujours, mais on n'est plus sur une forme droite. On va franchir un grand espace et du coup, on va utiliser la technique dite de l'arc. Alors, la technique de l'arc, la meilleure, c'est ce qu'on appelle la chaînette. Vous voyez ici, j'ai une chaînette qui est suspendue entre 2 poteaux et elle prend une forme naturelle qui fait que tous les maillons vont travailler absolument comme il faut en traction. Une chaînette ne peut pas travailler en compression. Si vous prenez une chaînette et que vous essayez de la pousser, ça ne dit rien du tout. Donc, on est bien ici avec une forme qui ne travaille qu'en traction. Vous l'avez ici, la forme de chaînette qui ne travaille qu'en traction. Et si je la retourne, bien évidemment, elle ne va travailler qu'en compression. Alors, il y a une petite poussée latérale. Vous voyez que la flèche qui est ici, si je la décompose, ou celle-ci plus exactement, parce qu'elle sera plus intéressante pour la suite, si je la décompose, elle va avoir une action verticale et une petite composante horizontale. Donc, il va falloir que horizontalement, je vienne buter ici les côtés pour éviter que ça s'ouvre. De la même façon qu'ici, c'est les poteaux qui sont là qui empêchent la chaîne de venir se casser la figure au milieu. Voilà des petits travaux qu'on faisait avec les étudiants à l'école d'architecture. Vous voyez, soit avec des morceaux de sucre, soit avec des blocs de polystyrène. À l'arrière, ici, par exemple, vous avez le tracé géométrique vrai, mathématique, si vous voulez, de la chaînette. Vous voyez qu'on s'en écarte un tout petit peu ici, mais grâce au simple frottement du bloc sur le socle, l'effort horizontal est repris, le système tient. De la même façon ici, vous voyez que la voûte qui est là est moins parfaite. C'est pas vraiment une chaînette, là. On est plutôt dans un arc de cercle. Mais la chaînette est à l'intérieur de cet arc de cercle. Et du coup, ça tient. Avec ce système, on construit la voûte dite nubienne, que de nombreux pays connaissent depuis très très longtemps, qui peut être montée sans système de soutien, juste avec un gabarit. Vous voyez, le gabarit est très simple. Et on monte très rapidement une voûte, là, avec un
un petit échafaudage dessous, un gabarit et la butée à chaque pied. La butée ici, c'est simplement le liant qui suffit parce que la poussée horizontale est relativement faible. Tant qu'on est sur une forme de chaînette, la poussée horizontale est relativement faible. Dès qu'on va changer la forme, la poussée horizontale deviendra de plus en plus importante. Et c'est celle-là qu'il faudra contrebalancer. Voilà une chaînette bien connue, je pense, hein, l'arc de Saint-Louis au Mississippi. Vous voyez qu'elle est parfaitement dans la chaînette mathématique. Et ici, à la forteresse de Sals, Vincent Ganivet a réalisé en 2012 des structures à base d'agglos, vous voyez, des parpaings. Hein. Il n'y a aucun liant. Hein. Il n'y a aucun liant. Il y a un échafaudage qui a été mis dessous et qui a été enlevé après coup. Donc, par contre, il y a les butées en fond d'extrémité de chaînette pour éviter qu'elles s'effondrent. L'architecte Antonio Gaudí à Barcelone a beaucoup utilisé la chaînette. Alors, on va regarder d'abord le schéma de gauche. Vous avez ici une étude qui a été reconstituée d'Antonio Gaudí quand il a travaillé sur une crypte qui s'appelle Colonia Güell, qui a été inachevée. Vous voyez que vous retrouvez là des câbles avec des chaînettes un peu partout, hein, il y en a de multiples. Et il a repris ici, il suspend des masses pour changer la forme de la chaînette. Maintenant, vous imaginez que ce schéma-là, vous l'inversez, parce qu'il travaillait dans cette forme-là, et ensuite il a inversé le système pour se dire comment il allait construire. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve avec des chaînettes qu'il lestait par-dessus pour donner la forme qu'il voulait. Cette technique a été reprise partiellement dans sa conception de la Sagrada Familia, où vous voyez bien ici toutes les chaînettes qui sont là et qui sont également lestées justement en partie haute. La Sagrada Familia est toujours inachevée. Elle a commencé en 1882, sa fin est prévue en 2026. On est vraiment dans la construction d'une cathédrale à l'ancienne. Alors, une fois qu'on a inventé l'arc, on peut évidemment passer à la voûte, c'est-à-dire un arc qui va se déplacer linéairement, et puis au dôme, un arc qui va tourner autour d'un axe et qui va donner un système demi-sphérique, enfin, comme forme générale, avec bien entendu toujours une notion très importante qui est toujours la pierre principale, c'est ce qu'on appelle la clé de voûte qui vient fermer l'ensemble, et une fois qu'on a mis la clé de voûte, si tout s'est bien passé, on peut enlever l'échafaudage. Et vous voyez que les efforts ici latéraux sont repris d'une façon ou d'une autre par une structure, on n'en a mis qu'une demi, là, l'autre côté devrait exister aussi, une structure qui vient compenser cette poussée latérale. Alors, quelques exemples, le Panthéon à Rome, construit vers l'année 125, on a un dôme en caisson, vous voyez que les caissons sont parfaitement matérialisés, là, réalisé en béton non armé, hein, les Romains connaissaient le béton, de puzzolane. Alors le puzzolane, c'est une roche très légère, on y reviendra dans la troisième partie, et donc, bien entendu, ici, on a une structure qui va avoir un effort horizontal, et plus cette structure sera légère, moins l'effort horizontal sera important, et donc moins on aura de difficulté à le compenser. Donc, nécessité d'utiliser des roches légères pour pouvoir faire cette structure. Vous voyez, un anneau de 43 mètres de diamètre. Hein. En comparaison, la pyramide du Louvre, je me souviens quand on l'a visité en construction, les ingénieurs étaient tout contents de nous décrire la prouesse qu'ils étaient en train de réaliser. Ils réalisaient une base carrée de 35 mètres seulement, hein, par rapport au Panthéon de Rome construit 2000 ans plus tôt. Alors, la cathédrale, la mosquée, le musée, appelons-le comme on veut, Sainte-Sophie à Istanbul, pareil, un dôme magnifique reposant sur 31 mètres de diamètre, donc vous voyez un peu plus petit hein, que le Panthéon, sur pendentifs. Alors, les pendentifs, c'est ça, hein, c'est ces parties-là qu'on appelle les pendentifs que vous retrouvez ici, hein, pour pouvoir ensuite reposer sur les piliers qui sont de chaque côté. Là encore, hein, c'est réalisé en diatomite, c'est-à-dire encore à nouveau une roche très légère. Et la structure qui est là a quand même résisté à plusieurs tremblements de terre depuis sa construction. Hein. Et puis le plus beau, le plus complexe, le Duomo de Florence, de Filippo Brunelleschi,
construit en 1436, le plus grand dôme en appareil maçonné jamais construit, 37 000 tonnes de briques montées en chaînette, sans échafaudage. Pour la petite histoire, le bâtiment avait été construit jusque-là. Et quand les promoteurs, c'est-à-dire les nobles et les ecclésiastiques de la ville de Florence, ont vu le coût que ça commençait à représenter, ils se sont dit, c'est impossible qu'on construise un échafaudage en bois depuis le bas qui va aller jusqu'en haut, ça va nous coûter un prix fou. Et ils ont donc lancé un appel d'offres à l'époque, alors que le bâtiment en était là, pour que quelqu'un leur propose une solution pour construire le dôme sans échafaudage. Et Brunelleschi a remporté l'appel d'offres. Et il a réussi le tour de force de construire ceci sans échafaudage qui allait jusqu'au sol. Alors, on ne sait pas vraiment comment il a réussi à faire la chose. Vous voyez, un anneau de 54 mètres, on est bien au-dessus du Panthéon ou de Sainte-Sophie. Voilà le dôme, voilà la coupe du dôme. Vous voyez le personnage là, dans la coupe du dôme? Les escaliers sur lesquels est le personnage sont ici. Et à l'intérieur, on a un assemblage de briques en arête de poisson. La technique n'est pas encore complètement comprise. En 1989, un architecte italien, Mario Ricci, a tenté de reconstruire la même chose à échelle 1/5. Il n'y est pas arrivé, ça s'est effondré. Vous voyez la technique, hein, on retrouve ici les briques en arête de poisson qu'il a tenté de reconstruire. Et le système, il n'a pas réussi à monter l'ensemble du dôme à cette si petite échelle. Donc voilà quelques dômes célèbres. Et vous retrouvez là les trois que je viens de vous montrer, le Panthéon, Sainte-Sophie et le Duomo de Florence. Alors bien entendu, ensuite, on peut passer aux cathédrales. Vous voyez, vous retrouvez ici la voûte et les éléments nécessaires de chaque côté. Ici, il est plein, ici, il est creux en arc-boutant pour reprendre les efforts horizontaux. Vous voyez ici la construction, les arcs-boutants permettant de reprendre les efforts horizontaux. Alors après, on est dans des situations plus ou moins compliquées, plus ou moins esthétiques. Évidemment, on associe l'esthétique à la structure. Et vous remarquerez que toutes les premières cathédrales ont été construites dans des régions où le calcaire et la craie étaient faciles d'accès et de bonne qualité. Je vous renvoie là à la courbe des isopactes de la craie que vous a montré Jean-Marie Flamand. Ou plus simplement, toujours des chaînettes, l'Aborie provençale ou les cases-obus du Nord Cameroun. Vous voyez que les cases-obus du Nord Cameroun sont construites en terre, décorées, mais pas que. Ces décorations ont aussi un usage utile. Vous voyez que grâce à ces petites marches, chaque année, on peut grimper sur la case et revenir mettre de la terre pour la recolmater et la réparer. Alors, on vient de voir la première solution. Jouer sur la forme. Deuxième solution, aider le matériau. Alors, on va le faire résister grâce à une astuce. Première astuce, les liants. Alors, il y a des liants organiques. On va nous s'intéresser aux liants minéraux, les argiles, les plâtres, les chaux, les ciments. Alors, le premier des bétons, entre guillemets, bien entendu, c'est l'argile, qui provient de l'érosion de rocheries sans silice. Son assemblage en lame très mince, c'est un phyllosilicate en lame très mince, permet à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur. Vous savez, vous avez tous joué avec de l'argile, au moins quand vous étiez enfant. Et on sait qu'après, cette argile durcit, donc le fait de la mettre entre les éléments, que ce soit des briques, que ce soit des briques de terre, des briques cuites ou voire autre chose, vient ensuite colmater et coller les éléments les uns avec les autres. Donc, un système connu depuis très très longtemps et utilisé par tous les peuples sur la Terre pratiquement. Deuxième solution, les plâtres. Alors les plâtres, ça provient du gypse, sulfate de calcium hydraté, qui généralement existe dans les milieux évaporétiques, mais pas que, mais c'est surtout là qu'il y en a.
Quand on le chauffe entre 60 et 150 degrés, ça va donner une forme stable. Et après, on peut l'utiliser directement. Alors, il en existe des grandes variétés, ça c'est autre chose. Et là, je vous montre des différents types de gypse, hein, des gypses tout à fait granuleux basiques. Ici, des gypses saccharoïdes, ici, des gypses en fer de lance, et ici, une rose des sables. Hein, donc, différents types de gypse qu'on peut trouver sur différents sites. L'albâtre étant une forme cristallisée de gypse, hein, qui est utilisée parfois pour faire des prises de jour translucides. La chaux. Alors, la chaux alors, on monte en température. Vous voyez tout à l'heure une centaine de degrés. Maintenant, on atteint les 1000 degrés. Donc, la chaux, c'est la calcination d'une pierre calcaire, en général provenant de l'accumulation de squelettes de coquilles. On fait ça dans des fours à chaux. Elle abandonne son gaz carbonique. On obtient une chaux vive. On l'hydrate et on obtient une pâte qui va permettre de constituer, avec les agrégats, des mortiers. Là, vous avez un ancien four à chaux à Ustaritz qui ne fabriquait pas des chaux pour la construction, qui fabriquait des chaux pour le chaulage des terrains. Et enfin, les ciments. Alors, sous cette appellation actuelle, il s'agit d'un mélange de calcaire et d'argile auquel on rajoute différents constituants. Vous voyez que la température monte cette fois-ci à 1500 degrés et on peut ajouter des adjuvants, effectivement. Alors, c'est le Français Louis Vicat qui a trouvé les propriétés de ce mélange en 1817. De Saussure avait eu l'intuition un peu avant lui, mais c'est vraiment Vicat qui met ça au point. Et Vicat, comme le Suisse, là, dont j'ai oublié le nom, qui a trouvé le gel hydroalcoolique, qui a voulu que ce soit disponible pour tout le monde sans déposer un brevet, ben Vicat fait pareil. Il ne veut pas déposer de brevet, il veut que ce soit disponible pour l'ensemble du monde. Mais la perfide Albion dépose un brevet, c'est-à-dire que l'anglais Joseph Aspind dépose un brevet l'année suivante, en son nom. Heureusement, Vicat avait eu la précaution quand même, sans déposer de brevet, de faire une communication à l'Académie des sciences l'année d'avant, ce qui fait que c'est quand même lui qui est reconnu comme l'inventeur du ciment et que le brevet n'a pas pu avoir de suite. Alors, si vous avez un peu utilisé du ciment, pas mal d'années en arrière, on achetait à l'époque ce qui s'appelait du CPA, du ciment Portland artificiel. Il était marqué CPA sur les sacs, ce n'est plus le cas maintenant. Pourquoi Portland? Parce que ça venait de l'étage du Portlandien. Et Vicat était un Grenoblois, enfin il travaillait dans la région grenobloise. Le Portlandien, c'était un étage du Jurassique, donc un étage du secondaire, qui avait la particularité dans la région grenobloise d'avoir exactement la bonne proportion de calcaire et d'argile. Donc il suffisait d'utiliser le Portlandien directement pour faire le ciment. Alors à partir du moment où ensuite on a mélangé les éléments, le terme portlandien est resté pendant longtemps. Maintenant, les ciments sont tout à fait différents et n'ont plus cette appellation. Voilà un bâtiment de 1907, construit en béton armé et recouvert de ciment de Portland, de calcaire de Portland, pardon. Après, les liants. Il faut trouver autre chose si on veut encore franchir des distances plus importantes. Alors, on trouve une astuce. La deuxième seule astuce, c'est l'armature. L'armature d'abord, puis la contrainte ensuite. Vous voyez là la série de livres. Comment ils tiennent? Ils tiennent par une contrainte. C'est-à-dire que si les poings arrêtent d'écraser les livres, ils tombent tous. Donc, pensez à une roue de vélo aussi. Une roue de vélo, elle tient par contrainte. Alors, les tirants sont employés depuis longtemps. Vous voyez ici une cathédrale dans laquelle un tirant a été rajouté. En général, dans ce cas-là, ils sont rajoutés par la suite. Mais l'exemple de la cathédrale de Beauvais est tout à fait significatif. La cathédrale de Beauvais est la dernière grande cathédrale française construite. Et elle a commencé à s'écrouler pendant sa construction, un peu comme la tour de Pise qui a commencé à pencher pendant sa construction. Et très vite, ils se sont aperçus qu'il fallait la renforcer. Et alors, ils l'ont renforcé. Ça, c'est les renforts de la cathédrale de Beauvais après coup. Et ça, c'est les renforts de la cathédrale de Beauvais pendant sa construction. C'est-à-dire que pendant sa construction, ils ont commencé à noyer des éléments métalliques dans la construction. Vous les voyez ici, au moment de la rénovation. On retrouve les éléments métalliques que les ouvriers là, remettent en
en vue et vont éventuellement changer selon les endroits où il est nécessaire de les changer. Donc, on a de l'acier qui peut être visible ou de l'acier qui peut être invisible. Je cite cet exemple parce que c'était quand même un record du monde à l'époque. Le bâtiment du CNIT, près de Paris, là, un bâtiment en béton armé de 22 500 mètres cubes pour seulement 6 cm d'épaisseur et 218 mètres de portée. Alors, vous voyez bien qu'ici, les voûtes qui sont là ne tiennent que parce que sous le sol, là, il y a des tirants. Hein. Vous avez 44 tirants en câble d'acier qui viennent ici reprendre les efforts horizontaux. Je mets deux exemples typiques. Alors, j'ai mis tromperie entre guillemets. Évidemment, ce n'est pas une tromperie, c'est simplement que c'est caché. Vous voyez ici un linteau ancien dont une représentation qui veut imiter une radiographie montre qu'on a des tirants à l'intérieur. Une fois que les pierres ont été creusées, on a mis les tirants à l'intérieur, et une fois que c'est posé, on ne voit plus rien. De la même façon, ici, la Casa Rotonda de Mario Botta, qui est construite dans le Tessin en Suisse, les tirants sont cachés. Comment voulez-vous que les agglos qui sont ici, les parpaings qui sont ici, tiennent? Il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Hein, des éléments là, des parpaings en agglos ne peuvent pas tenir comme ça tout seuls. Alors, quand on met l'acier au cœur du matériau, il peut avoir deux fonctions différentes. Il est d'abord armature, c'est-à-dire qu'on se contente de mettre de l'acier aux endroits où il va y avoir des efforts de traction. Donc, vous voyez ici un béton non armé, il va se fendre dans la partie qui va être en traction. Un béton armé, on met l'armature ici pour qu'elle résiste aux efforts de traction. Et enfin, un béton pré-contraint, on met un acier ici et on serre ici les boulons de telle façon qu'on le précontraigne, c'est-à-dire qu'on lui donne une préforme qui, une fois qu'il va être chargé, va le mettre en forme normale. Donc ici, on est d'abord en armature. Ici, on crée une contrainte. Les vérins que vous voyez ici sont les vérins de la création d'une partie des vérins du viaduc de Millau, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, depuis le 19e siècle, acier et béton s'associent et se font concurrence et s'associent selon les projets. Petit dessin de Rézère, et je suis assez d'accord avec lui. Et voilà, l'inventeur du béton armé est encore un Français, hein, François Hennebique, en 1892. Et il est le premier à insister pour mettre plus de gravier dans la coulée. Un béton actuellement, c'est un assemblage correct de gravier jusqu'au sable de toutes les tailles, de façon à ce que tous les interstices soient pleins. Voilà sa villa qu'il a construite en béton armé en 1901 dans la région parisienne. La grande chapelle du béton armé, l'église de Rincy, par les frères Perret, c'est vraiment une construction exceptionnelle, puisqu'elle a été construite en 14 mois pour un budget égal à moitié moins que les autres propositions. Et vous voyez que le voile de béton fait 5 cm d'épaisseur. Une villa de Le Corbusier, la villa Savoie, du nom de son propriétaire d'origine, avec la caractéristique classique de Le Corbusier, les grandes fenêtres à l'horizontale. Et la villa sur la cascade de Frank Lloyd Wright, de 1939. Autant j'aime pas la précédente, autant celle-ci, je la trouve magnifique. Et puis, l'un des maîtres du béton armé de notre époque, le japonais Tadao Ando, voilà un exemple de ces réalisations. L'un des maîtres du béton armé, brut en plus, hein, laissé tel quel. Et voilà donc le viaduc de Millau en béton précontraint, hein, Norman Foster en 2004. Hop. Enfin, je termine par Santiago Calatrava, la cité des arts et des sciences en Espagne, à Valence. Vous retrouvez des constructions de Calatrava à différents endroits, et entre autres, pas loin d'ici, la passerelle de Bilbao, la passerelle piétonne de Bilbao.
Avant d'aborder le troisième point, c'est-à-dire les roches dans leur utilisation, maintenant qu'on a vu comment utiliser les matériaux, on verra mieux comment utiliser les différentes roches. Un petit rappel sur le cycle des roches dans le cadre de cette conférence. Alors, les roches magmatiques, vous vous souvenez qu'il y a deux types de roches magmatiques, les roches plutoniques, donc, qui sont restées en profondeur, le granit, et les roches volcaniques qui sont arrivées en surface, le basalte qui correspondrait, et puis le tuf et la pierre ponce qui sont les deux roches légères, par contre. La pierre ponce est un peu oui, légère. Les roches, métamorphiques qui résultent d'un effet de pression et température, un enfouissement. Les principales qu'on utilisera dans ce cas-là, c'est l'ardoise, le schiste, le gneiss et le marbre. Et enfin, les roches sédimentaires, je n'ai pas la place de les détailler là, donc on va passer à la diapo suivante qui les détaille un peu plus. Alors, la classification que je vais vous montrer n'est pas tout à fait scientifiquement correcte, elle oublie des choses, le charbon, le pétrole, mais enfin, elle ne nous intéresse pas directement là. Mais surtout, il y a un mélange des genres entre la formation des roches et leur composition. Je vous renvoie à la conférence de Pierre Moriot si nécessaire. Hein. Donc, les roches détritiques. Conglomérats, grès, sable et argile. Les roches liées à de la précipitation, les travertins, les tufs. Les roches résultant principalement d'évaporation, le gypse. Les roches carbonatées, le calcaire. Et enfin, les roches siliceuses, les silex et diatomites. Donc, vous avez vu tout ça précédemment. C'est simplement pour essayer de resituer les choses avant de passer à la suite. Mais avant, une précision importante liée au vocabulaire, un peu comme tout à l'heure les mines et les carrières. Pour le géologue, le granit, c'est une roche plutonique très commune, c'est la majeure partie des continents, qui contient au moins 70% de silice et composé de quartz et de feldspath. Mais pour le marbrier, un granit sans eux, c'est une roche qui peut se polir et qui possède une surface constituée de grains. Donc ne confondons pas le granit du marbrier et le granit du géologue. Pour le marbrier, n'importe quelle roche qui se polit et qui a des grains s'appellera un granit. De la même façon, pour le géologue, un marbre, c'est un calcaire qui a été métamorphisé, donc enfoui à grande profondeur avant d'être revenu en surface. Pour le marbrier, un marbre est une roche qui peut se polir et qui a une surface veinée ou unie. Là encore, le marbrier utilisera le terme de marbre pour n'importe quelle roche du moment qu'elle soit veinée et qu'elle peut se polir. Voilà par exemple une roche qui par les marbriers est appelée le petit granit des Ardennes. Petit granit pour le marbrier, pourquoi? Parce qu'elle est constituée de grains. Or, c'est un calcaire. Vous voyez bien qu'il y a des fossiles. Calcaire du Tournésien, carbonifère, moins 350 millions d'années, riche en fossiles de crinoïdes. Donc, c'est un calcaire qui est appelé granit par les marbriers. De la même façon, les laves de Bourgogne, ce ne sont pas des laves. Localement, ce sont des dalles, là encore, de calcaire, hein, qui sont débitées, qui s'évitent facilement en plaques. Alors, l'origine du terme lave est un peu douteux. Est-ce que c'est pierre lavée? Est-ce que c'est pierre levée? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on voit bien que l'appellation locale ou l'appellation marbrier n'est pas l'appellation géologue. Hein. Alors, la fondation des ouvrages, bien évidemment, c'est la base même de la construction. Grâce aux fondations qui étaient toutes réalisées en pierre, on retrouve les traces de tout un tas de fondations romaines, voire plus antiques que dans certaines régions. Et parfois, la construction a été bâtie directement sur le rocher. Voilà l'église Saint-Michel-d'Aiguille sur un bec volcanique en Auvergne. Et on aborde maintenant les matériaux courants et moins courants. Et puis, j'ai un absent là, pour l'instant. La terre. Pour le géologue, c'est un terme qui n'est pas très précis, qui regroupe de nombreuses formes meubles à granulométrie plus ou moins fine. Et par contre, pour le constructeur, c'est un bâtiment très ancien, utilisé depuis très longtemps dans tous les pays. La terre, c'est un matériau qui va de tout petits graviers jusqu'à des fragments d'argile.
Voilà, par exemple, un bâtiment en terre au Mali, une reconstruction de 1907 de ce bâtiment. Vous retrouvez là aussi les dépassés permettant de venir entretenir la structure, hein, comme un peu comme sur les cases au but tout à l'heure, dans le grand principe général. La terre crue est un matériau abondant et recyclable, et vous voyez que dans le monde, la terre crue est très, très utilisée. Vous avez des sites qui sont répertoriés au patrimoine mondial de l'humanité. La terre crue est un élément très, très utilisé sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Alors, on va voir les différents systèmes de construction en terre crue. D'abord, le torchis, c'est le système le plus ancien. On mélange un peu de paille, un peu d'éléments végétaux, et on vient plaquer ça sur une surface qui a des raidisseurs, là encore, végétaux. Et on peut construire des bâtiments très, très divers. Et j'essaierai de vous montrer à chaque fois que ces techniques qu'on va survoler les unes après les autres sont toujours utilisées de nos jours. Voilà un bâtiment ancien en torchis. Et voilà une maison individuelle construite au Chili relativement récemment. Voilà une école au Bangladesh construite en 2007, réalisée en 4 mois par 20 paysans aidés de leurs bœufs pour un coût de 25 000 € et elle accueille 168 élèves. Donc vous voyez qu'avec un coût modique et en un temps relativement record, on peut faire des choses en torchis qui sont en plus magnifiques. La brique ou adobe. Alors la brique, on a la brique en terre crue. Vous voyez qu'on fait ici des briques dans un moule, on démoule, on laisse sécher au soleil et on utilise ça après avec un liant qui est évidemment un liant d'argile, connu depuis très longtemps. Voilà à nouveau un ancien bâtiment en adobe et une maison individuelle construite aux États-Unis relativement récemment. Et puis, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est la dernière photo. C'est un habitat d'urgence construit par 4 personnes en 8 jours. Vous voyez les trois bâtiments construits en chaînette ici, donc principe de la chaînette qu'on a vu tout à l'heure, construits relativement rapidement. On pourrait imaginer, plutôt que d'avoir des habitats sous tente dans des camps de réfugiés, avoir des structures comme celle-là quand la terre locale s'y prête. Il y a des groupements qui s'appellent architectes du monde, etc., qui travaillent sur comme médecins du monde ou autres, hein, sur des détectives de ce type. Voilà les plus vieux gratte-ciel du monde construits en adobe. Alors au Yémen, je ne sais pas ce qui reste malheureusement de ces constructions au Yémen actuellement. 29 mètres de hauteur, et vous voyez que plus on s'élève, plus moins les murs sont épais et plus on peut ouvrir, on peut faire des ouvertures de grande taille. Et voilà ce qui reste, le bâtiment en adobe le plus élevé du monde, enfin ce qui reste, s'il est toujours debout, je l'espère, 53 mètres de haut, construit en 1914. Ensuite, la boge. La boge, c'était un système où on faisait piétiner le bétail, un peu comme le torchis tout à l'heure. On vient mettre les boules les unes sur les autres, et ensuite on tape sur la paroi extérieure pour colmater toutes les brèches. Voilà des bâtiments en boge, ici une rénovation, et ici une éco-construction en France. Et c'est les bourrines de Vendée, les longères d'Ille-et-Vilaine, les massifs du Cotentin, etc., sont des bâtiments construits en Bauge. Le pisé. Alors le pisé qui reprend les techniques plutôt de type coffrage. Donc vous voyez qu'on retrouve un coffrage, on met un mélange terre et gravier, on vient damer, et puis on refait une deuxième couche, on redame, une troisième couche, et ensuite on enlève les branches de chaque côté. On est dans quelque chose qui commence à ressembler un peu à du coulage de béton. Alors on est obligé de faire ça en plusieurs couches parce qu'il faut qu'on élimine l'air à chaque fois. Il ne faut pas qu'il reste de bulles d'air qui affaibliraient la structure. Donc on fait ça en petite épaisseur, de façon à ce que chaque épaisseur permette d'enlever les bulles d'air. Le pisé est un matériau très, très utilisé, toujours de nos jours.
Il constitue 40% du patrimoine de la région Rhône-Alpes et 90% en Nord-Isère. Voilà une rénovation en région Rhône-Alpes et voilà un bâtiment culturel tout récent, 2006, relativement récent, au Canada. Et vous voyez qu'on voit bien là les couches successives. Hein. La terre n'avait pas tout à fait la même couleur. On voit bien la succession des couches sur la construction du bâtiment. Voilà de Toulouse en Chine, dans la province de Fujian, construit en pisé. L'Alhambra de Grenade, hein, construit en pisé et briques. Le terme Alhambra la Rouge. Hein. Deux bâtiments. La région dauphinoise est une région très, très anciennement attachée au pisé. Vous voyez un groupe scolaire construit en 2009 et les bureaux de l'orangerie dans Lyon-Confurence construit en 2015. Enfin, le dernier élément de construction en terre crue, le BTC, le bloc de terre comprimé. Alors cette fois-ci, si vous voulez, on retrouve l'adobe de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on met ça dans un moule et on comprime le bloc à l'intérieur. Donc on obtient quelque chose d'un peu plus résistant que la brique simple séchée au soleil. Mais le principe est à peu près le même. Voilà là encore des constructions relativement récentes, ici en Inde, en bloc de terre comprimé, et ici en Corse, un auditorium construit en 2000 avec un mur de pisé et une coupole bâtie sur le principe de la voûte nubienne. Donc vous voyez, vous avez les murs en pisé ici et le principe de la voûte nubienne là, avec des briques de terre comprimées. Donc vous voyez que la technique de la terre est une technique toujours très utilisée, très peu coûteuse et facile d'accès pour tout un tas de populations. Alors après, on peut passer à la terre cuite, bien sûr. Cette fois-ci, on cuit les éléments en plus et on obtient des formes variées qui seront les formes qu'on va retrouver avec les roches naturelles. Les roches naturelles, on va les tailler en gros avec les mêmes formes que tout ça. On les a taillées avec les mêmes formes que tout ça. Alors, quelques exemples de briques cuites. Hein. Un cottage anglais, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'Angleterre quand on parle des briques cuites ou du nord de la France ou de la Belgique, la Hollande. La place du Campo à Sienne, le Mondia, avec son sommet en travertin. Vous voyez, on retrouve ici l'idée de briques, ici, et ici l'idée d'un matériau plus léger. La cathédrale d'Albi, construite en briques cuites. Un exemple historique, le premier building construit aux États-Unis, à Chicago. C'est considéré comme le premier gratte-ciel, hein, il est détruit maintenant. Sa structure porteuse était en acier, mais le remplissage était en briques. Et les deux étages qui sont là ont été rajoutés ensuite en briques également. Mais le bâtiment n'existe plus. Et pour terminer, une association subtile de briques et de calcaire. Vous avez ici des systèmes de briques, vous les voyez mieux ici si vous voulez, et des blocs de calcaire. La première tranche de ce bâtiment, je vous la montre, la première tranche, c'est ça. Ça va d'ici à là. La première tranche a été construite en 3 ans, ce qui est une prouesse phénoménale. Même pour l'époque, peu importe, la prouesse est vraiment très importante, hein, de 786 à 788. Comment est-ce qu'on a pu construire quelque chose d'aussi monumental uniquement en 3 ans? Vous avez le détail ici. Vous avez le détail, les blocs de calcaire, les assemblages en briques. Comment est-ce qu'on peut faire ça? S'ils avaient fait ça uniquement en calcaire, tous les blocs de calcaire auraient dû être taillés de façon parfaite. Et ce sont donc non pas des tâcherons qui auraient dû faire ça, mais des ouvriers spécialisés. Là, c'est l'inverse. On taille des blocs en calcaire qu'on fait faire par des tâcherons, ils sont plus ou moins réguliers, on s'en fiche. Ensuite, on vient mettre des briques, et les briques et le liant entre les briques va colmater. Et à partir de là, on va jouer très légèrement
sur l'épaisseur du colmatage, sur l'épaisseur du liant, pour rattraper tous les défauts des blocs qui ne sont pas parfaits. Et du coup, on peut aller beaucoup plus vite. On peut mettre des kyrielles de tâcherons pour tailler les blocs, et ensuite des kyrielles de tâcherons pour monter les blocs. Alors, petite anecdote quand même sur cette cathédrale de Cordoue, enfin cette mosquée cathédrale de Cordoue. Quand la mosquée a été transformée en cathédrale, les alcades de l'époque, après la Reconquista, hein, les alcades de l'époque ont trouvé quand même que c'était pas bien, que cette mosquée était quand même très très belle et que c'était quand même un peu bizarre de construire une cathédrale en plein milieu. Ils auront fait remonter leur mécontentement auprès de Charles Quint, qui était à l'époque en Allemagne, et qui a confirmé qu'il fallait bien construire la cathédrale au milieu de la mosquée. Puis Charles Quint, quand la cathédrale est construite, se déplace et vient à Cordoue, et il a dit: si j'avais su ce qu'il y avait ici, je n'aurais jamais osé toucher à l'ancien édifice. Vous avez détruit quelque chose d'unique au monde et vous avez construit ce que l'on voit partout. Donc, un regret sur l'édification de cette cathédrale en plein milieu. Alors maintenant, passons aux roches. Qu'est-ce qu'une roche? C'est un assemblage de minéraux et de plusieurs minéraux et parfois d'autres roches. Vous avez des exemples ici. Alors, un minéral, c'est une substance qui a une composition chimique et des propriétés physiques bien définies, et ces atomes sont disposés de façon périodique dans les trois directions de l'espace. Vous avez ici un cristal simple, hein, le cristal de sel, cristal de sel, avec les atomes de chlore et de sodium qui s'organisent d'une façon très simple. Mais donc, on est bien là pour une roche, un assemblage de plusieurs minéraux et parfois d'autres roches. Alors, résistance à la compression, je le rappelle juste, je ne réinsiste pas. Les roches qui résistent bien à la compression, vous en avez une petite liste. Les roches qui résistent bien aux agents atmosphériques, celles qui sont légères, on va les redétailler, hein, et celles qui ont une facilité de mise en forme. On voit bien que les résistances à la compression, on a les roches qu'on connaît bien, granit, basalte, gneiss, et puis marbre, grès, calcaire. Les agents atmosphériques, on retrouvera les mêmes ici. Toute la légèreté, on en a déjà vu quelques-unes, carniole, travertin, pierre ponce, diatomite. Et enfin, facilité de mise en forme parce qu'elles ont des faces qui permettent de les cliver facilement, ardoise, schiste, grès et éventuellement calcaire, puisqu'elle est un peu moins résistante. Et vous avez ici une carte de 2014, mais elle n'a pas fondamentalement changé depuis, des différentes calcaires françaises, et vous retrouvez toutes les carrières calcaires, hein, situées dans les grandes plaines, et inversement, toutes les autres situées sur l'ensemble des massifs anciens. Ou voir ici quelques roches particulières dans les Alpes. Alors, les roches dures, on a vu qu'elles étaient d'origine différente. Elles prennent actuellement peu de place dans la construction, hein. Elles ont pris une place importante anciennement, mais elles prennent peu de place dans la construction actuellement. Elles sont plutôt utilisées éventuellement en parement. Le granit, voilà 3 exemples de construction en granit, et vous voyez qu'il s'agit de constructions anciennes, hein. Une construction en granit dans les Alpes, une construction en granit en Bretagne, une construction en granit en Auvergne. Eh bien entendu, on utilise le matériau local de la même façon que tout à l'heure, quand je parlais du Nord Dauphiné avec les constructions en pisé, on utilise le matériau local qui est la terre argileuse locale. Petite précaution quand même à partir du granit, un minéral accessoire, le zircon, se blottit souvent au sein du granit, il est faiblement radioactif et on a une petite émission de gaz radon. Vous avez ici les régions dans lesquelles les émissions de gaz radon peuvent exister, ce qui fait qu'on conseille très simplement d'aérer un bâtiment qui est construit en granit, bien aéré quand on l'a laissé fermé pendant pas mal de temps. Les basaltes. Alors, les basaltes qui sont qualifiés généralement de roches volcaniques de façon générale. Là encore, 2 exemples, hein, une construction en basalte dans la ville de Salers ou la cathédrale du Puy-en-Velay. Vous voyez que là encore, on est dans des constructions assez anciennes.
on ne s'amuse plus à tailler, enfin, ou rarement maintenant à tailler des blocs pour construire avec les blocs directement. Le GNES, alors là, par contre, j'ai un bâtiment récent. Le GNES, les Thermes de Vals de Peter Zumthor, construit en 1996. Le défi, alors il y a du GNES local, hein, donc il a utilisé la pierre locale. Le défi, ça a été pour lui de construire le bâtiment avec des dalles de GNES d'1 mètre de longueur. Donc toutes les dalles que vous voyez là, elles sont d'épaisseurs différentes, mais elles ont toutes 1 mètre de longueur. Alors, on va passer aux roches un peu moins dures maintenant, après le GNES, on va passer aux roches un peu moins dures. Les marbres, ben, évidemment, on parlait des marbres, c'est le Taj Mahal, construit en 1648, un bâtiment emblématique, exemplaire. On retrouve le Duomo de Florence, bien entendu, hein, jusqu'ici, c'est construit en marbre. Après, on a vu que c'était des assemblages en briques. Et la rénovation de ce bâtiment bah, se fait évidemment sur du marbre, si possible local, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin si possible local. L'Opéra d'Oslo, en Norvège, 2008, qui est construit en béton armé, mais recouvert de marbre. Alors, une petite parenthèse, hein, donc au passage, les carrières de Carrare, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années. Carrare est donc, les marbres de Carrare sont évidemment réputés dans le monde. Et ce qui était réputé aussi, encore il y a une quinzaine d'années, c'était la qualification des ouvriers qui travaillaient là-dessus, à tel point que les Norvégiens et même les Chinois de l'époque envoyaient encore leurs blocs complets à Carrare pour les faire tailler, parce qu'ils savaient que là, il y avait une compétence exceptionnelle. Je suppose que depuis, je ne sais pas pour les Norvégiens, mais je suppose que depuis, les Chinois se sont mis à tailler leurs blocs eux-mêmes. La particularité aussi de Carrare, c'est que la ville de Carrare avait accordé à la carrière une zone franche depuis plusieurs siècles. Ce qui fait que la ville de Carrare ne touchait pas un sou de la carrière. Et la ville de Carrare s'y est retrouvée en demandant à la carrière de leur céder les poudres, hein, sur la carrière, là, pour couper les blocs. Ils utilisent des fils Cooper qui produisent énormément de poudre très fine. Et la ville de Carrare récupère maintenant les poudres. Et c'est grâce à ces poudres que la ville de Carrare a réussi à retrouver une fortune, puisque ces poudres sont utilisées dans tout un tas de dentifrices, de crèmes, et y compris des yaourts enrichis en calcium. Et d'autres, les peintures aussi, enfin, etc. Les roches un peu moins dures, ben voilà, des grès. Alors, des grès, grès des Vosges, à Strasbourg, bien sûr, à la cathédrale et la cité de la musique. Mais en France, un village particulièrement connu, Collonges-la-Rouge, construit un village de grès. Et puis, plus près de chez nous, la cathédrale de Saint-Sébastien, qui est construite en grès paléo-éocène, de formation Reiskibel, donc environ moins 50 millions d'années, ou l'hôtel de ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, en grès rose d'Aradoy, en gros, en moins de 150 millions d'années. Et puis, vous retrouverez des constructions en grès un peu partout dans la région. Pour le plaisir, voilà, une rénovation en grès tranché près d'Espelette. Les temples d'Angkor, en grès et latérite. La molasse, qui est une roche très très proche du grès. Là, on est dans ce qui s'appelle la maison des têtes à Valence, qui c'est un grès qui se fait beaucoup plus facilement, qui est un peu moins dur. Et vous voyez que parfois, on vient combler, pas pour ce bâtiment-là, hein, mais parfois on vient combler les interstices avec des morceaux de briques. Un grès local, le grès landais, qu'on appelle l'Alios, qui est un grès relativement dur. Et voilà une église à Bonut construite en grès. C'est un grès poreux de relativement mauvaise qualité quand même. Quand sa teneur en fer était beaucoup plus importante, on l'appelle garluche. Et il a été exploité pour le fer d'ailleurs pendant une partie du Moyen-Âge. Voilà l'église Saint-Jean-Baptiste de Mésos qui est construite en garluche.
Les grès existent de différentes catégories. Pour le marbrier, pour le carrier, pardon, ils les appellent les grès pif paf pouf. Le grès pif, c'est quand il tape la pierre avec son marteau. Le grès pif annonce un grès dur et vif. Et vous voyez qu'ici, j'ai un pavement dans une ville. Après la pluie, le grès pif, la pluie n'a pas pénétré à l'intérieur. Le grès paf, par contre, la pluie a pénétré et quand l'eau s'est retirée, vous voyez que le grès paf a encore des traces d'humidité à l'intérieur. Et enfin, le grès pouf, ben, ils ne l'utilisent pas. Quand ils tapent sur un grès et qu'ils entendent du pouf, c'est un grès qui n'a aucune valeur pour la construction et qui ne va pas être utilisé. Les calcaires, un exemple tout à fait connu dans la région et dont les différents calcaires sont parfaitement répertoriés, le château d'Abadia, avec des calcaires venant de tout un tas de provenances de la région. Une construction relativement récente, 1879, par Viollet-le-Duc. Il arrive que les roches s'exportent très loin. Lors de l'extension d'une aile de la Maison Blanche, ils ont fait venir des calcaires de Pučica, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, venant de Croatie. Cette pierre avait, je ne sais pas si elle l'a toujours, une réputation mondiale de donner une pierre qui reste très très blanche et qui a une très bonne tenue mécanique. Donc, pour la Maison Blanche, évidemment, ils ont utilisé pour le prestige d'un bâtiment, le prix compte relativement peu. Je vous parlais tout à l'heure des différents types de construction. Évidemment, un bâtiment de prestige, on hésite moins que pour d'autres. Des pierres aussi obtiennent parfois un label IGP, Identification géographique protégée. C'est le cas de la pierre d'Arudi. Depuis novembre 2020, la pierre d'Arudi est classée en IGP. Vous voyez, je vous renvoie à la carte géologique que vous avez vue avec Jean-Marie Flamand. Voilà la position des calcaires d'Arudi autour de la ville d'Arudi. Et vous voyez que ces calcaires sont toutes dans un calcaire subrécifo-atucasia, faciès-urgonien, de l'Aptien supérieur. Alors le Tucasia, c'est un rudiste, c'est-à-dire c'est une coquille spiralée c'est un bivalve. Et donc voilà, une IGP sur une roche, ce qui n'est pas relativement classique. Enfin, le tuffeau, un calcaire princier, le tuffeau de Touraine, l'abbaye de Fontevraud, la cathédrale de Nantes ou le château de Chambord. Et également les habitats troglodytiques des bords de Loire. Alors, toujours dans les groches un peu moins dures, maintenant les conglomérats. Alors, les conglomérats, le terme conglomérat regroupe deux choses, soit les brèches qui ont des éléments anguleux, il y a eu peu de transport par des rivières, soit les poudingues qui sont avec des éléments arrondis majoritaires et le transport a été très important. Et l'exemple que je vous montre ici n'est ni l'un ni l'autre, parce que vous connaissez, j'imagine, très bien les brèches et les poudingues. Ce que je vous montre ici, c'est des brèches d'impact, c'est-à-dire c'est des brèches liées, c'est une curiosité française, des brèches liées à l'astroblème de Rochechouart, c'est une météorite qui a frappé la Terre il y a environ 200 millions d'années dans la région de Rochechouart. On ne voit plus du tout la trace du cratère parce que l'érosion a joué son rôle depuis le temps. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est toutes les brèches d'impact qui sont liées à une explosion autour de ce cratère. Vous voyez, la météorite on estime qu'elle faisait environ 1,5 km de diamètre et le cratère d'impact fait à peu près 20 km. Et dans ce cratère d'impact, on retrouve toutes ces roches qui ont été projetées, qui étaient à très haute température, qui ont partiellement fondu pour certaines, qui se sont resolidifiées autour de la roche fondue et qui créent des brèches qui sont très utilisées dans la construction de la région. En France, une fantaisie, ce qu'on appelle le palais idéal du facteur Cheval à Haute-Ribe, dans la Drôme. Certains ont peut-être vu le film qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant sur la construction de ce palais idéal, tout en galets, avec des successions de galets liés au ciment, enfin avec un mortier.
ce que le facteur cheval a appelé sa pierre d'achoppement, c'est-à-dire ce qui lui a donné l'idée de construire ce palais idéal. Et ça nous permet de parler des galets, alors des roches souvent mélangées qu'on met en œuvre de façon plus ou moins esthétique. Vous avez deux exemples ici avec des associations de briques, des galets posés en chevron. Vous voyez qu'on peut faire des choses très, très esthétiques avec des galets tout à fait classiques, tout à fait basiques. Et maintenant, les roches légères, vacuolaires. Alors, la carniole, qui est une variété de dolomie, un calcaire contenant du magnésium. Le tuf, qui est réservé au centre volcanique consolidé. Le travertin, une roche formée par précipitation, parce qu'on parle parfois de tuf pour les roches formées par précipitation. Il vaut mieux utiliser les termes tuf pour les cendres volcaniques et travertin pour les roches formées par précipitation autour des sources. La diatomite, une roche constituée de diatomées, c'est-à-dire des microalgues unicellulaires siliceuses. La craie, formée par l'accumulation de débris, des coccolithes, des microalgues. Et enfin, la pierre ponce, une mousse de magma riche en silice. Ça n'est pas autre chose que de l'obsidienne dégazée. Alors, regardons maintenant les quelques exemples. Voilà l'exemple en carniole. Vous avez ici un clocher en carniole. Voilà ce que c'est que de la carniole. Et je vous ai mis ici le Tour de France parce que la case déserte de l'Izoard, les cyclistes passent dans des systèmes un peu qui semblent détritiques en carniole. Le tuf, donc vous avez des travertins, pardon, excusez-moi. Alors on est en travertin. Du travertin ici, encore une église dont le sommet est fait en travertin. Ici, vous avez des diatomites. Donc, vous voyez une roche diatomitique et ici, dessous, ce que sont les diatomites qui forment cette roche diatomitique. Les diatomites sont des œuvres absolument exceptionnelles au point de vue esthétique, microscopique, dont les accumulations donnent ce type de roche. Et les craies, vous voyez pareil, ici, vous avez une craie. Et voilà les éléments, les débris qui créent la craie. Vous voyez qu'on est sur la taille ici, 1 micron, un millième de millimètre, qui permet de constituer l'ensemble de ces craies. Et enfin, la pierre ponce, qui a été parfois utilisée aussi. La pierre ponce, ce n'est pas autre chose que de l'obsidienne dégazée. Au musée de Genève, par exemple, ils ont repris 1 cm3 d'obsidienne qu'ils ont porté dans un four à très haute température, et ce centimètre-cube d'obsidienne est devenu un bloc de pierre ponce complètement dégazé. Il s'est dilaté et il a perdu tout son gaz, et donc du coup il est devenu très léger. Et ils ont mis les deux côte à côte pour bien montrer que c'est la même roche, il suffit de la passer au four à haute température quand même. Deux chefs-d'œuvre d'architecture ancrés, Amiens et Beauvais. On est toujours dans les cathédrales françaises. Vous voyez que sur Beauvais, on retrouve les tyrans. Je vous ai dit, la cathédrale de Beauvais a commencé à menacer ruine dès sa construction. Impossible de ne pas parler de Notre-Dame de Paris. Quand on a fait cette photo avec nos petits-enfants, les gens se demandaient qui c'étaient ces gens qui photographiaient les petits trucs sur la cathédrale de Paris au lieu de photographier la cathédrale elle-même, qui a brûlé évidemment. Mais voilà ce qui m'intéresse ici. Vous voyez, c'est les deux endroits où ont été extraits les calcaires du Lutétien qui ont permis la construction de la cathédrale de Paris. Et donc, on est ici en sous-sol, et puisqu'on est en sous-sol, on est un jour ou l'autre en risque d'effondrement, et donc les carrières parisiennes sont très, très surveillées et parfois on les renforce, bien entendu. La cathédrale de Paris nous ouvre aussi d'autres horizons. Regardez ici la coupe des carrières dans lesquelles les carriers allaient chercher la pierre. Ils travaillaient d'abord dans ce qui s'appelle le banc franc, c'est-à-dire la roche de bonne qualité. On enlève celle-là, qui n'est pas de bonne qualité, et on travaille avec celle-ci, qui est la roche de bonne qualité. Puis on retrouve des choses qui sont de mauvaise qualité, et quand on continue de creuser, on arrive à ce qu'ils appellent le banc royal, c'est-à-dire
un banc d'une qualité absolument exceptionnelle. Et grâce à ce banc de qualité absolument exceptionnelle, voilà un carnet de Carrier de l'époque. Voyez ici le petit objet qui est dessiné là, qui correspond à celui-ci, qui correspond à celui-là refait récemment, et qui correspond à celui-ci qu'on met en place et qui permet d'obtenir la rosace. Et pour ça, il faut avoir un calcaire d'une qualité assez exceptionnelle où on est certain que faire des choses aussi fines, il ne va pas se fendre et il ne va pas révéler de défauts. Pour en terminer, entre guillemets, entre parenthèses, avec un point d'interrogation, parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, en 1070, une partie de la cathédrale de Canterbury nécessite une rénovation. La Normandie est alors anglaise, et ben on fait venir des pierres de la région de Caen pour rénover cette partie de la cathédrale de Canterbury. Alors, il y a eu aussi des pierres qui ont été utilisées à Westminster, à la Tour de Londres, etc. Alors, des roches facilement mises en lose, eh bien, en forme, évidemment, la lose, qui peut avoir des origines différentes, l'ardoise, le schiste ou le calcaire. Hein. Voilà, vous avez. Alors, parfois, sur ces loses, on trouve ce qui s'appelle des dendrites, c'est-à-dire des figures d'arborescence d'hydroxyde de fer et de manganèse. Il y a eu des infiltrations d'eau chargée en sel de fer et de manganèse qui sont venus faire ces espèces d'inflorescences. Ce ne sont pas des fossiles, hein. C'est juste une pénétration de cette eau chargée. Pensez aux ocres aussi. Les roches permettent des enduits colorés. Pensez aux ocres. Là, on est au village de Roussillon. Et puisqu'on passe aux enduits colorés, un tout petit mot sur la couleur des roches. La couleur des roches est rarement un critère de différenciation entre les minéraux et les roches. C'est souvent un témoin des conditions de formation. Voilà par exemple un quartz transparent, un quartz rose, une améthyste et un quartz fumé. Dans leur grande structure, ces quatre roches sont absolument identiques. Ce ne sont que des petits défauts, entre guillemets le terme défaut, hein, qui peuvent être très utiles dans une roche comme celle-là. Ce sont que des petits défauts qui viennent donner cette coloration. De même, pour un corindon, voilà un corindon basique, selon le défaut qu'il a, ce sera un saphir ou un rubis. Et évidemment, ils n'auront pas le même prix. Et puis aussi, la couleur des roches dépend de la taille des cristaux. Si vous regardez bien ces trois damiers, vous vous apercevrez que si vous regardez des gros cristaux, vous aurez l'impression que la couleur claire prédomine. Et si vous regardez des petits cristaux, vous aurez l'impression que la couleur sombre prédomine. Or, dans ce damier ici ou dans celui-là, on a exactement à chaque fois 50% de blanc et de noir. Ce qui fait que dans certains filons, on peut avoir une roche qui est toujours la même, mais selon la taille de ces cristaux, on aura l'impression qu'elle est différente. Enfin, parfois, la géologie permet des extravagances. Voilà le Salar d'Uyuni, en Bolivie, l'une des plus grandes ressources actuelles en lithium. Hein. C'est la plus grande ressource au monde en lithium. Le lithium qui devient un composant très, très utilisé pour les batteries et autres. Hein. Voilà une construction en briques de sel. Le climat est tellement sec qu'on peut se permettre, alors le linteau, lui, est en bois, là, mais sinon, tout le reste est en briques de sel. Et je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions, des remarques? Oui, moi j'ai une petite question-remarque, M. Japski. Bon, merci pour cet exposé, parce que
c'est tellement dense en information que je pense qu'il faut regarder cet exposé 2-3 fois quoi, pour bien. Je suis d'accord que j'ai mis beaucoup de diapos, mais comme chaque diapo a peu de contenu scientifique, je me suis permis de faire ça. Non, mais ce n'est pas une critique, au contraire, parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est tout un domaine quoi, en fait, que je ne connais pas du tout. Hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je voudrais juste vous poser une question sur le côté un peu dimensionnement, c'est-à-dire d'un point de vue mécanique, parce que vous parlez un peu des caractéristiques mécaniques, physiques des matériaux. Donc, au niveau des structures, par exemple, ce qui est clair, c'est que effectivement, il y a une très grande différence entre le comportement en compression et le comportement en traction, quoi. Oui, Hein. effectivement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, donc coefficient de Poisson, enfin, tout tremblement. Mais d'un point de vue, comment dirais-je, dimensionnement, pour justement, vous mettez le doigt dessus, c'est de bien connaître en fait les champs de contrainte qui se passent dans les structures, je ne sais pas, pour avoir des trucs anti-sismiques ou je ne sais pas quoi. Donc, le côté dimensionnement est important, c'est-à-dire qu'on fait forcément des modèles par élément fini, par exemple, Oui, pour oui, avoir les champs de compression, traction, etc., et de pouvoir oui, mettre le ferraillage au bon endroit, quoi, je dirais. oui, exactement. Mais attention, hein, la conférence ça parle de géologie et architecture. Oui, non, mais Vous avez bien vu que la géologie en architecture, elle intervient maintenant essentiellement pour fabriquer des ciments. oui, Finalement. d'accord. On construit de moins en moins, à part en terre. C'est pour ça que j'ai voulu absolument mettre la construction en terre, parce que la construction en terre, par contre, elle est toujours très active de par Oui, le ça, monde, j'ai remarqué. et en France aussi d'ailleurs. Mais sinon, construire avec des roches qu'on taille, maintenant, franchement, ça devient anecdotique. Hein. C'est réservé à des bâtiments de prestige ou à quelques. En Europe occidentale, j'entends. Hein. Maintenant, il y a bien entendu encore des régions du monde où on construit encore en bloc taillé, en bloc de pierre taillé. Hein. Mais ça devient quand même relativement rare. Mais justement, la question sous-tend, en fait, y a-t-il eu